Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h02. Je tenais à organiser le débat autour de cette question. Devenons-nous insensibles au sort des migrants? Parce que, quand je regarde tous les sondages, je m'aperçois que nous n'en voulons pas. Ou une majorité de Français ne veulent pas des migrants. Alors, est-ce que nous devenons, oui ou non, insensibles au sort des migrants? Débat ouvert sur l'antenne de Sud Radio ce matin. Et puis est arrivée cette information. Une enseignante, je vous livre l'information que j'ai reçue, que nous avons tous reçue hier matin. Une enseignante de Valenciennes souhaite emmener ses élèves aux abords d'un camp de migrants de Calais à la rencontre d'associations de soutien aux exilés. L'auberge des migrants notamment, cette association. Voilà. Et là, tout le monde s'est emballé. Les commentaires ont fleuri, c'est parti à toute vitesse. Et tout le monde s'est mis à dire c'est un scandale. Sur les réseaux sociaux, on a eu une avalanche de témoignages. Nous ne cherchons pas le commentaire, nous cherchons la vérité des faits. Alors, quels sont les faits? Eh bien, pour savoir qui est le mieux placé pour nous donner les faits, qui est mieux placé que Sophie elle-même, cette enseignante du lycée de Valenciennes concernée. Sophie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez très peu témoigné. Seul témoignage accordé à nos confrères de La Voix du Nord. Pas de témoignage ailleurs. Sophie, je suis heureux de vous recevoir ce matin. Alors, précisons les choses. Je vous appelle Sophie, je ne donne pas votre nom, parce que vous avez été menacée. Oui, tout à fait. Je reçois depuis le communiqué de presse publié par Reconquête énormément de menaces dans un langage assez fleuri. C'est-à-dire assez fleuri? Oui, des menaces formulées de façon très grossière par des personnes qui appartiennent à des groupes fascisants, je dirais. Voilà, et qui immédiatement se sont mises à réagir, ne sachant rien de la réalité des faits. Sophie, rien. Alors la réalité des faits, vous allez nous raconter. Sophie, vous êtes enseignante en Hippocagne. Tout à fait, en lettres supérieures. Donc j'enseigne auprès d'étudiants en philosophie. Je suis également philosophe, spécialiste des questions migratoires. Et donc nous avons monté avec d'autres collègues un projet de recherche en interdisciplinarité et d'initiation aux méthodes de la recherche en sciences sociales. Donc c'est un projet qui a démarré en septembre, qui va durer jusqu'au mois de juin. Et la sortie, effectivement, s'inscrivait dans un moment d'ethnographie auprès des bénévoles de l'auberge des migrants pour conduire les étudiants à faire ce qu'on appelle en sciences sociales l'observation participante. Et donc, cette sortie, nous avons décidé en concertation avec le rectorat et la préfecture de l'annuler pour des raisons de sécurité, mais cela ne porte aucun préjudice au projet lui-même qui comprend tout un tas de volets très étoffés et de partenaires. Oui, parce que la sortie a été, sur décision du rectorat, annulée. Oui, c'est-à-dire sur décision concertée avec l'équipe des professeurs. Nous avons estimé que la priorité, étant donné les réactions très agressives qui se sont manifestées sur les réseaux sociaux, la priorité était de garantir la sécurité de nos étudiants et la nôtre. Alors, des étudiants, je dis bien des étudiants et non pas des élèves. Enfin, ce sont des élèves, mais des étudiants, ça veut dire post-bac. Oui, absolument. Qui ont quel âge? Eh bien, ils ont entre 18 et 20 ans. Entre 18 et 20 ans, qui suivent donc des études sur la question migratoire, évidemment, c'est un projet pédagogique interdisciplinaire, Exil et frontières, c'est le titre. Sophie, c'est bien cela. Vous avez vous-même créé une association pour venir en aide aux migrants, non? Oui, tout à fait. C'est un collectif de soutien aux exilés dans la région. Et évidemment, vous remarquerez que l'ethnographie en question consistait à rencontrer des bénévoles d'une autre association et non pas celle dont je fais partie pour des raisons qui sont évidentes. Alors certains vont dire, c'était orienté. Cette sortie était orientée, l'enseignement était orienté. Oui, mais écoutez, notre corpus de travail, c'est Ovide, c'est Homère, c'est Tite-Live, c'est Hobbes et Montesquieu. Si on doit considérer que ces penseurs sont des idéologues gauchistes, moi je ne sais pas. Oui.
Vous ne savez pas. Que dites-vous à tous ceux... Oui. Et vous pensez que pour votre travail de philosophie, il fallait absolument partir à la rencontre de celles et ceux qui viennent en aide à ces migrants? Eh bien, je pense que quand on travaille sur les questions de citoyenneté et d'élargissement de la citoyenneté aux pratiques solidaires, ça pouvait présenter un intérêt, ça présente un intérêt, et je suis convaincue que les méthodes en sciences sociales sont très importantes parce qu'elles nous permettent de connaître les faits. Et des faits qui sont extrêmement complexes. Il me semble que l'une des difficultés dans notre pays, dans les médias de manière générale, c'est que nous n'avons pas toujours le temps de prendre connaissance des faits, et c'est ce que nous, chercheurs, nous essayons de faire. Donc moi, j'essaye à travers des centaines de pages, à travers mes livres, d'aborder un tout petit peu et de donner des clés de compréhension de phénomènes extrêmement complexes. Et ça échappe totalement à cette espèce de buzz qui a lieu depuis hier. Avez-vous été surprise? Oui, j'étais consternée. Consternée de la virulence des réactions et en même temps très inquiète de ces mouvements anti-intellectualistes qui visent explicitement la philosophie et les sciences sociales et qui veulent nous interdire de penser, de connaître le réel et de produire de la connaissance, puis ensuite de la transmettre par nos enseignements. De savoir et de comprendre. Exactement, et on ne peut pas savoir et comprendre les faits si on ne va pas d'abord les observer. Donc c'était une démarche très modeste d'ethnographie à l'échelle d'une journée ou d'une demi-journée. On ne prétendait pas du tout faire un travail comme les chercheurs à l'université au CNRS, mais c'était une manière d'amener les étudiants à se confronter à la réalité de ces méthodes, parce que beaucoup d'entre eux vont continuer un cursus universitaire et sont des futurs chercheurs. Allez-vous déposer plainte ? Oui, j'ai déposé plainte parce que j'ai été livrée complètement en pâture sur certains sites comme Français de Souche ou Riposte Laïque. Et je trouve ces réactions qui me ciblent comme une sorte d'ennemi dont il faudrait protéger nos enfants extrêmement inquiétantes. Je pose une question qui va animer notre débat et je vais vous remercier ensuite, Sophie, d'être intervenue ce matin. Devenons-nous insensibles au sort des migrants, selon vous ? Et je pense que c'est profondément un problème qui n'est pas un problème de sensibilité, mais encore une fois de connaissance. Parce qu'on ne peut pas être sensible à quelque chose qu'on ne connaît pas. En fait, c'est la méconnaissance des faits, et je pense que c'est l'incapacité de comprendre les phénomènes complexes qui nous rend insensibles. D'où, pour finir, cette nécessité de la philosophie et de son enseignement. Parce que comment autrement va-t-on se doter des outils intellectuels qui sont indispensables pour rendre intelligibles, vous voyez bien, des phénomènes aussi complexes que les phénomènes migratoires aux frontières, par exemple. Bien, merci beaucoup Sophie. Je voudrais préciser encore une chose, c'est que pour notre métier aussi, c'est une leçon, parce qu'à force de partir et de commenter rapidement des événements sans savoir exactement la réalité des choses, eh bien on dit d'énormes bêtises. Merci beaucoup Sophie. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors réaction, Franck Alizio, vous êtes député RN des Bouches-du-Rhône, réaction à ce petit événement. Pas si petit que ça, parce qu'il révèle la réalité de notre société aujourd'hui. Sur le fait que la société sur le fait que on ne vérifie pas ses sources, sur le fait que on commente avant même de savoir, et puis troisième, sur la volonté de cette enseignante en Hippocagne, je le rappelle, d'aller conduire ses étudiants auprès d'associations de migrants à Calais. Alors, évidemment, je condamne les attaques dont elle est victime sur les réseaux sociaux, par courrier, bon, évidemment, mais honnêtement, je pense que oui. La personne Madame disait que ça venait de militants de Reconquête. J'imagine que la direction de Reconquête a pris ses distances et a condamné. Pas officiellement. En tout cas, moi je suis député du Rassemblement national et je le fais. Pas Reconquête. Exactement, et je le fais et évidemment que je condamne cette attaque. Vous savez.
tous les jours, hein, il faut toujours pareil, c'est une question d'équilibre, c'est une question d'honnêteté, c'est une question d'à chaque fois être complet. Tous les jours, malheureusement, on est menacé. Moi, pendant l'Ocean Viking, lorsque j'ai pris la parole sur les réseaux sociaux, j'ai été menacé par des gens manifestement de l'autre bord, d'extrême gauche, en expliquant qu'ils allaient venir me voir, me chercher, on va te retrouver, enfin bref, voilà. Ça arrive toujours. On a eu une députée à l'Assemblée nationale qui a été agressée physiquement, elle et sa famille, il y a quelques semaines, mon ami Yael Ménage. Donc voilà, ça arrive malheureusement, des fous, des agressifs, des gens qui ne se contrôlent pas, ça arrive de partout, ça arrive de tous les côtés. Au-delà de ça, oui, ça pose une question de... comment dire, les Français sont sensibles au fait que la jeunesse ne soit pas instrumentalisée, ne soit pas orientée. Et c'est vrai que pour un professeur devrait... Dans ces cas-là, il faut... Moi, ça me choque pas du tout. Est-ce que ça vous choque que cette enseignante, encore une fois, des étudiants, hein, on est bien d'accord, 18-20 ans, que cette enseignante conduise ses étudiants auprès d'associations de migrants sur les lieux où travaillent ces associations de migrants, en l'occurrence à Calais? Non, ça me choque pas, mais s'il n'y a qu'une sortie et qu'elle est à Calais, pour expliquer que la situation des migrants est catastrophique, etc. Et c'est forcément orienté, si ce n'est pas équilibré. Si dans le même temps, on ne souligne pas aussi les problèmes insurmontables que crée aujourd'hui la politique migratoire et la submersion migratoire, alors vous n'êtes plus dans la pédagogie, vous êtes dans Sophie la expliquait, sans vouloir... particulièrement prendre parti, évidemment, et défendre Sophie. Sophie expliquait que c'était dans le cadre d'enquête générale sur les phénomènes migratoires. Dans ces cas-là, il faut des deux côtés. Il faut également aller voir, par exemple, les parents de Lola, les parents des Lana, qui ont été des victimes, qui ont perdu leur vie, justement à cause de ce phénomène migratoire qui n'est plus contrôlé dans notre pays. Voilà. Vous voyez, il faut les deux côtés. Sinon, s'il n'y a qu'un seul côté, oui, c'est de la propagande. Ce qui me choque le plus... Non, allez voir peut-être les forces de police, allez voir, je ne sais pas, mais les parents de Lola, non, mais les victimes, non, mais d'accord. Les victimes de l'immigration non maîtrisée. Quel rapport entre les migrants qui sont à Calais et la mort de Lola? C'est un migrant qui a assassiné Lola. C'est pas tout à fait. C'était pas une migrante, Lola. C'était pas une migrante. Elle était installée en France. Elle avait une obligation de quitter le territoire. Là, c'est quelqu'un de clandestin. Pour moi, un migrant, c'est un clandestin. Donc, c'est très très proche. Non, je vous donne un exemple. Phénomène migratoire et la mort de Lola. Quand on parle de propagande, le raccourci me paraît rapide. Si je parle de propagande, ce qui me choque plus que ce qui s'est passé là, cette visite, je vous le dis encore, fondamentalement, ça me choque pas. J'aimerais que ce soit équilibré. Voilà. Ce qui me choque plus, par exemple, c'est il y a quelques semaines, en vous écoutant que j'y pense, il y a quelques semaines, je regarde, nos auditeurs vont connaître, en plus, c'est Alex Hugo, le petit téléfilm sur France 3, qui finit tard, donc quand je rentre dans l'Assemblée, je peux encore en voir un dernier. Eh bien, le sujet, c'était, alors on avait bien compris, ils refaisaient l'affaire du col de l'Échelle à Briançon, le passage migrant. Et pendant 1h30, on nous expliquait que les gens qui refusaient ces migrants étaient des salauds absolus, et les gens qui les accueillaient étaient des anges et des saints. Mais oui, sur France Télévisions, à 1 heure de grande écoute, sur quelque chose de très connu, Alex Hugo, 1h30 de propagande, ça me choque plus que la visite de cette professeure. Vous voyez, et c'est parce que les gens commencent à avoir marre de cette espèce de propagande, de voir leur dicter ce qu'ils doivent penser en bien et en mal. Bien, alors, vous vous êtes longuement exprimé. Je vais donner la parole à Emmanuel Marcadet, directeur de France Fraternité. Que dites-vous d'abord? Bonjour. Que répondez-vous à Franck Alizio sur ces arguments et à l'initiative de cette enseignante? Déjà, je veux soutenir Sophie. C'est compliqué quand on fait son travail, quand on s'implique auprès, pas d'enfants, mais d'adultes, des 18-20 ans, qui ont le droit de vote, qu'on est avec l'élite française, Cagne-Hippocagne, des gens qui sont très formés et qu'on s'intéresse aux problématiques d'exil et de frontières dans le cadre d'un cursus de formation, qu'on se déplace pour aller voir un camp, parenthèse. Donc ça veut bien dire qu'il y a un camp, des associations, parce qu'il n'y a plus véritablement de camp à Calais. Voilà, il n'y en a plus. Même si autour de Paris, on voit bien qu'il y a des endroits où il y a quand même des migrants qui sont agglutinés et dans des conditions de vie très difficiles. Bien sûr. Et mon bilan, c'est de dire, comme elle, quelque part, on a perdu le combat.
On a perdu le combat parce qu'on voit bien que, à coup de condamnation à voix basse, à coup de procès d'intention, à coup de on manipule les enfants et à gros coups d'amalgame, eh ben on se retrouve avec un Front National, un Rassemblement National qui dénonce la propagande, soi-disant sur les chaînes nationales, alors que dans les faits, au nom de les gens n'en peuvent plus, ils nous déclarent qu'ils ont gagné. Et ils ont gagné la bataille de l'idéologie, de ce qui se passe aujourd'hui. Félicitations. Vous avez aujourd'hui... Je répondrai parce que c'est très intéressant. Vous avez une grande victoire. Et derrière, on a du mal à raconter la réalité. Parce que à l'emporte-pièce, on peut tout raconter, faire tous les amalgames qu'on veut. Mais dans les faits, on a des gens qui sont en souffrance. On ne subit pas le dogme trumpiste sur le grand remplacement qui est une aberration et quelque chose qui n'existe pas. On est dans une société française qui vit des difficultés au quotidien et on le sait. On doit partager ces difficultés, mais pas faire des amalgames et dire que c'est la faute de l'autre. Alors, 0826 300 300, que pensez-vous de l'initiative de cette enseignante ? Comment réagissez-vous à la question que je vous pose ? Est-ce que nous devenons insensibles au sort des migrants ? Je vous poserai la question. Sondage pour Le Point, sondage réalisé par votre institut, Cluster 17. Bonjour Stéphane Fournier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste chez Cluster 17. Alors, sondage pour Le Point, une majorité de Français défavorables à l'accueil des navires de migrants. C'est clair ? Les Français, c'est clair, sont extrêmement réticents devant l'accueil de migrants. D'où qu'ils viennent d'ailleurs. Non ? D'où qu'ils viennent Pas tout à fait. Pas tout à fait, effectivement, vous avez raison. Alors, effectivement, on a posé la question dans le contexte de l'accueil de l'Ocean Viking au port de Toulon. Et effectivement, il y a une majorité de Français qui se montrent défavorables à l'accueil des navires de migrants dans les ports français. La plupart des études réalisées sur le sujet, d'ailleurs, montrent en général que les Français, effectivement, sont plutôt hostiles à l'accueil et à l'immigration. Cela étant, c'est à nuancer, puisque, comme vous le disiez, on a réédité un sondage sur les réfugiés ukrainiens. Et les résultats sont sensiblement différents. C'est-à-dire que déjà au mois de février, lors de l'invasion de l'Ukraine, les Français se montraient extrêmement favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens sur le territoire. Oui. Toute sensibilité politique et idéologique confondue. Oui. Aujourd'hui, c'est encore le cas. L'accueil des réfugiés ukrainiens est majoritaire. Et globalement, quand vous posez la question, quand vous la tournez sur l'accueil des réfugiés, l'accueil des gens qui fuient les zones de guerre, on voit qu'il y a une sensibilité différente dans l'opinion. Bien, il est 11h19, petite pause. Ensuite, tiens, Claude nous appelle de Perpignan, je vais le prendre et puis je vais vous poser la question. Est-ce que nous devenons insensibles au sort des migrants ? Elle est volontairement provocatrice. Il est 11h19, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Devenons-nous insensibles au sort des migrants ? C'est la question que je pose ce matin dans notre débat 11h23. Tiens, le sort des migrants, plusieurs drames évités. Dans la Manche, ces dernières 24 heures, depuis lundi, 240 migrants ont été secourus côté français, hier et lundi, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre dans des bateaux de fortune, Félix Mathieu. Oui, première opération d'une longue série dans la nuit de lundi à mardi. Un canot de sauveteurs en mer a d'abord secouru 23 personnes au large de Calais, indique la préfecture. Quelques heures plus tard, en tout début de matinée, un patrouilleur de la Marine nationale porte assistance à 61 personnes en difficulté au large du Pas-de-Calais, puis il récupère dans le même secteur les 34 naufragés d'une autre embarcation. Tous ont été déposés au port de Calais, pris en charge par les pompiers ainsi que la police aux frontières. Mais ça n'est pas tout. En fin de matinée, un patrouilleur des affaires maritimes a lui découvert des migrants à la mer, agrippés à leur embarcation en train de couler. L'équipage a récupéré 61 personnes, dont plusieurs en hypothermie. Des naufragés déposés au port de Boulogne-sur-Mer et pris en charge par les secours. Enfin, une dernière opération a permis de secourir 61 autres personnes au large de Calais, puis de les ramener à Dunkerque. L'Espagne, de son côté, a renvoyé 3 migrants, c'est une information qui est tombée il y a quelques minutes, arrivés après 11 jours cachés sur le gouvernail d'un pétrolier. Ces 3 migrants ont été renvoyés à bord du même navire vers le Nigeria, leur pays d'origine. Claude est avec nous à Perpignan. Bonjour Claude.
Jacques Bourdin, et bonjour à tous. Bon, à votre question, sommes-nous devenus insensibles aux migrants? Moi, je voudrais la relier évidemment aussi à la question qui était celle de l'initiative de la professeure, je crois que c'est Sophie. Oui, Sophie. Alors, sur la première question, non, je ne crois pas que nous soyons devenus insensibles aux migrants. La preuve, d'ailleurs, vous venez de citer les cas de ceux qui ont été repêchés en mer, etc. Je veux dire, bon. Mais je voudrais replacer ça un peu en référence aussi, il y a le micro-problème, c'est-à-dire que quand vous voyez un enfant migrant, chaque personne est forcément sensible à ce problème. Mais le macro-problème, c'est l'enjeu qu'il y a derrière de nombre. Et quand tout à l'heure, un intervenant précédent a cité, oui, d'ailleurs, avec tout ça, on a tout échoué, regardez, le RN est arrivé. Mais le RN, c'est pas le problème. Moi, je dis que Rocard, il n'était pas d'extrême droite, il n'était pas de RN, il n'était pas de FN à l'époque, et c'est quand même lui qui, parmi les premiers, a dit attention, nous, et puis Georges Marchais, hein, c'est pareil, je veux dire, tous ces gens-là n'étaient pas RN, ils n'étaient pas d'extrême droite, mais ils avaient quand même commencé à pointer le problème. Et de même que la microéconomie, c'est une science, et que la macroéconomie, c'en est une autre, les deux sont pas compatibles, et pourtant elles existent. Moi, je dis que la micro-sensibilité qu'on a aux migrants, elle existe, c'est bien, et le macro-problème, il est difficile à résoudre. Et alors, la deuxième chose que je voudrais dire, pour pas abuser du temps de parole, par rapport à l'initiative de cette professeure, moi, si vous voulez, ce qui me gêne dans son initiative, c'est qu'elle regarde qu'un tout petit bout du problème, hein, qui est celui du sort des gens qui sont accueillis, qu'elle va voir avec les associations qui les aident. Moi, j'ai entendu, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, toutes les filières qui sont en amont. C'est pas comment on imagine que des jeunes qui arrivent, des gens qui arrivent par maintenant milliers, hein, vers l'Europe. Est-ce que c'est pas uniquement des gens parce qu'ils fuient la guerre ou autre, c'est parce qu'on leur dit mais allez là-bas, c'est mieux, vous vivrez mieux. Et derrière ce discours, il y a toute une organisation de mafia qui les exploite, qui les fait payer, qui les met dans des bateaux, qui enlève les moteurs dès qu'ils sont dans les eaux internationales et qui, je veux dire, est-ce que la professeure, elle va mettre ses étudiants majeurs, soi-disant les futurs intellectuels du pays? Non, mais pas soi-disant, Claude. Pas soi-disant, ils sont majeurs, hein, Claude. Oui, non, mais bien sûr, ils sont. Non, quand je dis soi-disant, excusez-moi, c'est une clause de style. Non, bien sûr, ils sont majeurs, je ne discute pas ça du tout. Et je ne discute pas du tout non plus sur la majorité des migrants ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle va leur montrer le problème qui, effectivement, touche notre sensibilité. Oui. Elle ne va pas leur montrer derrière le problème, le fric qui se fait, le milliard qui se fait pour alors, exploiter Claude, on ne sait pas, hein, on ne sait pas tout. D'ailleurs, peut-être pourrait-on rappeler Sophie pour lui demander, hein, je ne sais pas, mais pour lui demander quels sont les autres enseignements qu'elle comptait prodiguer à ses étudiants. Mais en l'occurrence, c'est dans le cadre, ce que je sais, c'est que c'est dans le cadre d'une étude beaucoup plus large, évidemment. Bien, Claude, merci dans tous les cas. Mais Claude, finalement, je me tourne vers vous, Stéphane Fournier. Claude exprime ce qu'expriment les Français. Hein, en général, hein, je regardais encore une fois, je regardais ce chiffre, ça c'est l'IFOP, 80% des Français pensent que l'immigration est un sujet dont on ne peut pas parler sereinement en France. Oui, c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Il y a des fractures très profondes et d'ailleurs ça fait ressortir un clivage profond entre la gauche et la droite. Hein. Mais même plus, ça dépasse même parfois la gauche et la droite. Hein. Ça la dépasse, mais ça la reconstitue aussi d'une certaine manière. Et ça met en tension d'ailleurs l'électorat d'Emmanuel Macron, par exemple, qui est très clivé sur le sujet. C'est un sujet qui effectivement polarise énormément l'opinion. Et on a eu le même sujet en Italie. Vous prenez la coalition de Giorgia Meloni en Italie, elle repose en partie sur ce rejet de l'immigration. 70% des Français interrogés par l'IFOP, toujours dans le même sondage, considèrent que la France compte déjà beaucoup d'étrangers et que l'accueil d'immigrés supplémentaires n'est pas souhaitable. Vous aussi, vous avez les mêmes chiffres. Globalement, oui, ce que je disais, l'hostilité, une forme d'hostilité à l'immigration est majoritaire dans l'opinion. Cela étant dit, je
il est important de le nuancer, sur la question des réfugiés, le rapport de force s'inverse, voilà. Notamment sur les réfugiés ukrainiens, où on voit que l'accueil, le sentiment, la volonté d'accueillir est majoritaire. C'est ce qui a d'ailleurs coûté en partie la campagne d'Éric Zemmour au mois de février, quand il s'était prononcé contre l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ça lui avait coûté, je pense, de près. Parce que ce sont des vrais réfugiés. C'est la raison pour laquelle nous étions pour l'accueil de ces réfugiés. Nous, au Rassemblement national, et Marine Le Pen s'était prononcé pour, parce que ce sont des vrais réfugiés. C'est-à-dire qu'un Éthiopien, un Afghan, ce ne sont pas des vrais réfugiés. Attendez, non, mais parce qu'il y a des vrais réfugiés et des faux réfugiés, ça c'est évident. Oui. Mais il y a des vrais réfugiés venus d'autres pays que l'Ukraine, quand même, non? Et pour ça, il faut le distinguer. Pour ça, il ne faut pas accueillir sur le territoire un Afghan qui vit sous le régime taliban. Est-ce que c'est un vrai réfugié comparativement à un Ukrainien? C'est quelques milliers de vrais réfugiés. Et on en accueille 140 000 chaque année. Donc évidemment que on n'accueille pas 140 000 Afghans. Le droit d'asile, 140 000 demandeurs d'asile. Demandeurs d'asile. Est-ce que je peux répondre par rapport à tout à l'heure? C'est extraordinaire. Alors, je voulais vous rassurer. Si vous avez l'impression d'avoir perdu la bataille, si vous avez ça, vous êtes complètement pessimiste. Vous êtes toujours aux manettes. Je vous rassure, parce que les migrants, c'est l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, le problème, c'est pas les quelques milliers de migrants par an dont on parle, c'est les quelques centaines d'immigrés chaque année qui entrent sur notre territoire légalement. Et je parle des 350 000 qui entrent légalement. Je parle pas ensuite des illégaux. Alors, est-ce que vous avez perdu exactement. Est-ce que vous avez perdu la bataille? 350 000 entrées chaque année. 350 000 entrées chaque année sur notre territoire. Chaque année. Et vous avez perdu la bataille, mais vous l'avez gagnée, la bataille. L'Ocean Viking. L'Ocean Viking, c'est l'Ocean Fiasco. C'est-à-dire, les juges sont de votre côté. Ils ont libéré les migrants. Ils ont dit, allez-y, allez sur le territoire, vous êtes libérés. Ils n'ont pas laissé la police faire son travail. On est dans un pays, j'avais déjà eu l'occasion de le dire dans votre émission, où il y a 12 recours. Lorsque quelqu'un est débouté du droit d'asile, il a 12 recours. 12 recours. C'est de la folie. Et ça, c'est les chiffres de monsieur Darmanin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Aujourd'hui, un clandestin qui a une obligation de quitter le territoire dans notre pays, il a droit au logement social et à l'aide sociale. Et vous avez perdu la bataille. Mais c'est extraordinaire. On parle d'un ministre de l'Intérieur qui parle de relocalisation, alors que la relocalisation, vous allez être content puisque la loi va changer. Vous avez donc avec vous les juges, vous avez le gouvernement, vous avez Macron, vous avez Darmanin, vous avez la Commission européenne, vous avez le juge européen, et vous avez perdu la bataille. Non, vous êtes au pouvoir. Nous, on n'a qu'une chose avec nous. Non, vous allez pouvoir répondre. Pardon. Nous, on a le peuple français avec nous. On a une majorité des Français qui pensent comme nous. Bien, il est 11h32. Emmanuel Marcadet va répondre dans un instant, 11h32. Vous êtes sur Sud Radio, vous allez réagir, évidemment, et nous allons essayer de rappeler Sophie pour qu'elle nous indique exactement ce qu'elle comptait faire au-delà, effectivement, de cette visite à Calais. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h36. Alors, les chiffres de l'immigration. Tiens, je me tourne vers vous, Stéphane Fournier. Ce ne sont pas les chiffres qui comptent, c'est la perception des chiffres. Oui, bien sûr. Vous retrouverez c'est un mouvement occidental. Vous prenez l'Italie, la France, les pays d'Europe centrale, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Vous retrouvez ce même sentiment. Et pourtant, les réalités démographiques, les réalités sont sensiblement différentes dans ces pays. Mais il y a dans l'Occident, dans une partie de l'Occident, quelque chose qui traverse les sociétés, qui est effectivement une forme de repli, de besoin de protection, de sentiment anti-mondialisation, de retour d'une forme de nationalisme ou de demande de contrôle. C'est vrai partout, il n'y a pas qu'en France. Voilà, c'est vrai partout. Oui. Ça a sauté aux yeux, particulièrement en Italie, ces derniers mois, parce que vous avez la coalition de Giorgia Meloni qui s'est constituée essentiellement sur ces sujets-là. Et donc, depuis un certain temps en France, effectivement, c'est un sujet qui crispe, c'est un sujet qui polarise. Et c'est un sujet qui clive. Cela dit, dans votre enquête, vous dites l'électorat d'Emmanuel Macron, lui aussi, est devenu plus dur, plus
insensible finalement à ces questions migratoires et plus catégorique dans ses réactions. Avec les Gilets jaunes, avec le Covid, la guerre en Ukraine et ces problèmes d'immigration, le président, c'est ce que vous dites, incarne l'ordre et attire à lui davantage de retraités et d'électeurs conservateurs. Bien sûr, alors le Emmanuel Macron de 2017 n'est pas tout à fait le Emmanuel Macron de 2022. Oui. Le Emmanuel Macron de 2017, il coalise principalement des électeurs, des anciens électeurs socialistes et des électeurs centristes. Le Emmanuel Macron de 2022 coalise non seulement ses électeurs centristes et du centre-gauche, mais aussi une partie des électeurs de droite et des retraités qui, effectivement, sur ces questions-là, sont plus durs, ou en tout cas, demandent de fermeté. Alors, insensible, non, mais ferme sur les questions migratoires, oui. C'est le en même temps, en quelque sorte. Hein. On est sensible, mais en même temps, on ne veut pas trop de migrants. Quoi. Je résume, hein. C'est ça la réalité. On est sensible au sort des migrants, mais quand ils sont loin. C'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Pour aller plus loin, la sensibilité est intéressante parce qu'on voit la perception. La perception, c'est qu'est-ce que l'on voit dans notre quotidien. Et aujourd'hui, ce que l'on oublie de voir dans notre quotidien, c'est tous ces travailleurs invisibles, tous ces travailleurs fantômes qui nous nourrissent tous les jours, qu'ils soient maraîchers, qu'ils soient dans les hôpitaux, qu'ils soient dans les BTP en train de refaire nos routes, etc. Et là, on a quand même un vrai sujet, c'est qu'on a des gens qui sont là, sur notre territoire, mais qu'officiellement on rejette, mais qu'au final, ils sont à notre service aujourd'hui. Beaucoup sont français aussi, attendez, de ceux qui travaillent issus de l'immigration. Oui, il y a aussi bon nombre de sans-papiers aujourd'hui qui travaillent. Il y en a qui sont sans-papiers et il y en a qui sont avec des papiers aussi. Oui, et bon nombre de sans-papiers qui travaillent parce qu'aujourd'hui, les entreprises en ont besoin et ferment les yeux sur un certain nombre de sujets. Mais parce qu'elle veut baisser les salaires, mais parce qu'elle veut baisser les salaires, mais parce que c'est comme ça qu'on baisse les salaires, monsieur. Non. Il y a 5 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues dans notre pays. Vous nous expliquez que la priorité, c'est l'immigration du travail. Et ils ont des salaires importants. Vous avez un problème avec les frontières. Moi, je n'ai pas de problème avec le bon sens. Voilà. Ce matin, quand je suis entré dans les locaux de Sud Radio, eh bien, il y avait une sécurité. Cette sécurité, elle m'a autorisé à entrer dans les locaux de Sud Radio. Si je n'avais pas été autorisé, j'aurais été expulsé. Et si je m'étais installé chez Sud Radio sans autorisation, j'aurais été expulsé. Eh bien, un pays, un État, c'est pareil. Voilà. Pour moi, la France, c'est notre maison commune. Je la défends comme ma maison. Voilà. Et donc, je considère que quelqu'un peut entrer en France s'il a été autorisé par le peuple français à entrer sur cette... C'est du bon sens pour moi. C'est ce que les Français pensent et c'est pour ça qui s'exprime dans le sondage dont vous parlez. Voilà, c'est du bon sens pour moi, c'est tout. On le fait à Sud Radio, on le fait chez soi, on le fait à sa maison, et bien on le fait dans la maison France. Le bon sens parfois est l'ennemi de la compréhension, de la connaissance. Évidemment. Alors, et il est bien vous-même vous appliquez cette règle de bon sens chez vous. Alors vous savez ce que nous allons faire. J'ai demandé à ce que l'on rappelle Sophie qui a la gentillesse d'être avec nous. Sophie qui va se mêler. Si Sophie, vous avez quelques minutes. Bon, rebonjour Sophie. Rebonjour. Alors écoutez, je précise que je n'ai pas écouté ce qui précède parce que j'étais en train de corriger des copies. C'est aussi mon métier. Et je vous avouerai qu'il faut aussi que je travaille malgré tout. J'imagine. Alors je voulais simplement vous demander une ou deux précisions. Alors Sophie, simplement, cette volonté de conduire vos étudiants auprès d'associations de migrants à Calais s'inscrit dans un travail général, global, j'imagine. Parce qu'on manquait de précision, c'est ma faute, hein, j'ai pas posé toutes les bonnes questions tout à l'heure, Sophie. Un travail général équilibré. Qui alliez-vous voir d'autres ? Alors, nous avions prévu de passer, c'est une sortie qu'on a déjà fait l'année dernière, donc je refais parce que c'est toujours plus simple quand on a une bonne recette qui fonctionne. Nous allions rencontrer l'auberge des migrants et passer une grosse demi-journée auprès de leurs bénévoles pour faire ce qu'on appelle de l'observation participante. Et ensuite, il était prévu qu'on aille faire ce que j'ai un peu pompeusement appelé ethnographie de la frontière, c'est-à-dire aller photographier les indices matériels de la frontière dans le paysage urbain, puisque cette frontière, elle n'est plus seulement naturelle. La sécurisation technologique déplace le sens du concept de frontière. Donc c'était dans la zone industrielle qui est vide, prendre les photos des barbelés, des murs, des caméras,
qui inscrivent la frontière dans le paysage urbain. Et pour finir, nous avions rendez-vous avec une citoyenne bien connue à Calais qui s'appelle Mamie Charge pour faire une méthode qu'on appelle l'entretien, qui est un petit peu différente de celle de l'observation participante. Donc c'était une modeste initiation aux méthodes de la recherche en philosophie et en sciences sociales. Et plus largement, dans le cadre de cette étude, vous donnez la parole à qui, Sophie? Alors il y a un très très gros travail sur Hobbes. C'est-à-dire qu'on part du citoyen de Hobbes. Donc ça fait 2 mois qu'on travaille sur les textes de Hobbes. Et puis un très gros travail sur Montesquieu. Là, on a commencé à... La sortie s'inscrivait dans un travail sur Montesquieu, la question de l'État entre État de droit et exercice de la puissance. Donc c'est là-dedans que se connectait la sortie avec une réflexion philosophique sur les pratiques citoyennes et par extension la question des pratiques solidaires, comment elles s'articulent à l'exercice de la citoyenneté, en mobilisant des philosophes contemporains. Une observation, une étude, une observation. Voilà, et puis à ce volet s'ajoute tout un travail sur l'exil dans le monde antique, fait par ma collègue de culture antique, avec des auteurs comme Ovide, Tite-Live, Homère, et un énorme travail en partenariat avec le Théâtre du Phénix, avec Hugues Duchesne, travail autour du théâtre documentaire qui propose un autre rapport aux faits via le théâtre, et des conférences également. Et donc tout ça va évidemment être maintenu, ce qui nous permet de mener à bien ce projet d'initiation à la recherche. Merci Sophie. Voilà qui est précisé. Bon, ça vous rassure? Ça me rassure. Oui, toute cette recherche, toute cette réflexion intellectuelle est très intéressante. Moi, le problème, c'est que je fais de la politique, donc je fais du réel. Je voudrais répondre à votre question. Le sujet était quand même, il y avait un procès d'intention sur le fait que Sophie fasse de la propagande et de la manipulation d'étudiants. Sophie aurait dû être équilibrée et avoir également une démarche de l'autre côté. Je l'ai dit au début de cette émission, mais je voudrais répondre à votre question. Vous avez dit, est-ce qu'on devient insensible, Jean-Jacques Bourdin? Comment dire? Vous êtes sensible, vous, au sort des migrants? Oui, parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Alors, moi, je sais très bien qu'à un moment donné, vous êtes sensible comment? Il y a un problème, il faut le solutionner. Et la véritable solution, le véritable humanisme, la véritable solution concrète, ce serait de se mettre État du Sud et État du Nord autour d'une table et de remettre à plat à la fois la crise migratoire, la submersion migratoire et évidemment l'aide au développement. Et arriver à une aide au développement contrôlé, c'est-à-dire pas qui part dans la corruption, qui part dans les méandres de la corruption, et conditionné à la maîtrise des frontières de ces pays et au fait que ce soit redistribué vraiment aux gens, à une réflexion aussi sur la natalité. Mais le problème, ce n'est même plus la natalité, c'est la maîtrise de l'immigration, c'est la maîtrise des frontières. Et à partir de là, vous avez une solution. Et à partir de là, vous cessez avec ce déracinement de millions d'hommes, d'appauvrissement d'un candidat, à table avec des talibans, par exemple, et on discute avec tous les pays du Nord et tous les pays du Sud, pas avec l'État. Enfin, sérieusement. L'immigration afghane est une immigration forte. L'aide au développement, on a encore des interlocuteurs en face. Il faut juste conditionner cette aide au développement. Ce que je dis, c'est ce que dit depuis des années. Avec les Maliens, on ne peut plus s'asseoir avec les Afghans, on ne peut plus s'asseoir. Avec qui s'assoit-on? Il y a quelques États entre nous et eux. Oui, ils peuvent faire le job aussi. Ils ont aussi des frontières. Ce que je dis, la Libye a pu faire le travail et dans quelles conditions on a mis des êtres humains. Ce que le cardinal africain dit depuis des années, c'est le cardinal Sarah. J'ai pas l'impression que le cardinal Sarah soit horriblement raciste et horriblement inhumain et horriblement insensible. Et c'est ce qu'il dit parce qu'il défend l'intérêt de son continent et des peuples de son continent. Voilà. Bien. Alors, vu que vous faites référence à un cardinal, j'aurais envie de passer par Brel qui disait nos dames patronesses, fallait qu'elles cousent en cacadois pour reconnaître ces pauvres à soi. Parce qu'on peut élargir. Qui aujourd'hui est en capacité d'accompagner ces précaires? Qui aujourd'hui est en capacité d'ouvrir les yeux et d'être sensible à la mamie qui est à côté de chez nous et qui est seule? Parce qu'en fait, la problématique de la sensibilité aux migrants, c'est la problématique de la sensibilité à la précarité, qu'on a tendance aujourd'hui à dire c'est la faute des autres, on ferme nos yeux, il n'y a pas de précaires autour de nous, il n'y a pas de femmes battues autour de nous, il n'y a pas de difficultés autour de nous, et on passe au suivant parce qu'on mène une belle vie. Enfin, il faut absolument on ne les voit plus. C'est beaucoup plus simple de regarder son écran télévisé qui nous donne
c'est vrai qu'on vit dans des temps difficiles et que c'est beaucoup plus simple de regarder des choses agréables pour bien vivre plutôt que de regarder la réalité. C'est qu'on a des gens qui souffrent et votre politique depuis 30 ans fait en réalité le jeu des passeurs, fait de vous les complices des patrons voyous, fait de vous le complice des mafias, fait de vous le complice des islamistes, parce que l'immigration clandestine et l'immigration tout court, c'est aussi le terreau de l'islamisme. Voilà de quoi vous êtes Il est 11h47, Frédéric sera avec nous dans un instant. Je voudrais donner la parole aussi à Stéphane Fournier. Il est 11h47, Frédéric nous appelle de Blagnac. A tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Avant de prendre Frédéric qui nous appelle de Blagnac, Stéphane Fournier, vous vouliez apporter un élément dans ce débat supplémentaire ? Si vous voulez, c'est le seul élément que je peux apporter, c'est de rappeler deux choses. C'est que l'immigration, elle est contestée en premier lieu par la droite et l'extrême droite, qu'elle est facteur d'unification pour cet électorat-là, et qu'il y a un problème qui se pose en partie pour la gauche, c'est que les classes populaires sont les plus hostiles à l'immigration. Bien sûr. Et moins on est diplômé, plus on est hostile à l'immigration. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça pose question pour la NUPES et pour le bloc de gauche. C'est comment parler à ses électeurs tout en ne reprenant pas évidemment les thèses de l'adversaire. Évidemment. Frédéric est à Blagnac. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Bonjour. Effectivement. Alors moi, vous savez, comme beaucoup de mes concitoyens, j'ai énormément changé d'avis sur ce sujet petit à petit. Et moi, je remercie la France car mon père étant réfugié du Front populaire de 1936 venant d'Espagne, fuyant le franquisme, bien heureusement que la France l'a accueilli. Ça m'a permis moi de naître en France et de pouvoir y fonder ma famille, y travailler et de pouvoir vivre dans un pays fabuleux. Donc, et là, malheureusement, ils n'avaient pas la possibilité. Alors, j'entendais parfois qu'on dit, oui, mais on n'a qu'à accueillir ceux qui font des demandes. Il aurait été fort difficile pour eux de faire des demandes en 1936 et même pour ceux qui fuient éventuellement le régime des talibans de faire des demandes pour venir en France, quoi. Soyons réalistes. Ce qui m'a fait énormément changer d'avis, ce qui m'a donné honte un peu sur certains de mes sentiments quand je vois parfois, comme vous le disiez, les réseaux sociaux, la télé et autres qui nous donnent des flashs, on cherche pas trop à comprendre, on s'arrête dessus. Je vous recommande un film, messieurs, qui s'appelle Les Nageuses. Les Nageuses, justement, ce sont deux jeunes femmes championnes olympiques de Syrie qui fuient leur pays avec d'autres migrants. Et quand vous voyez tout le parcours qu'ils aient pu subir, aussi bien elles que les personnes qui étaient là d'Érythrée, de Mali et autres, qui viennent pas spécialement pour être des terroristes, qui fuient leur pays parce qu'ils y vivent mal, parce qu'il y a la guerre, parce qu'ils sont, je dirais, dans des conditions infâmes, ils veulent simplement mieux vivre. Et si nous, demain, nous étions dans la même position, que ferions-nous ? Que ferions-nous ? Est-ce qu'on ne chercherait pas non plus à mieux vivre pour nous et nos enfants ? Donc, on ne peut pas être insensible. Après, le sujet est extrêmement complexe à gérer. Effectivement, réguler peut-être l'entrée, peut-être aider aussi certains pays sur lesquels nous avons des négociations possibles, eh bien, de les aider à pouvoir développer chez eux, comme le plan Borloo à un moment donné ou autre, électrifier l'Afrique, mais essayer de faire rester les gens, parce qu'il n'y a pas que des réfugiés, je dirais, politiques, des réfugiés de guerre, il y a des réfugiés climatiques. Donc on ne peut pas être insensible. Et que faisons-nous ? Quand on regarde ce film, quand on voit ces personnes qui sont à je ne sais combien dans un bateau qui est à moitié percé et qui sont au milieu de la mer, on les laisse mourir ? Non, on peut pas. On ne peut pas de toute façon être insensible. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps, que l'on essaye non seulement d'essayer les personnes qui veulent rester chez eux, de rester chez eux, parce que beaucoup de migrants ne rêvent pas, une fois qu'ils sont venus, rêvent éventuellement d'une vie meilleure et pourquoi pas retourner également chez eux quand la situation s'améliore. Bien, donc, merci voilà. Frédéric pour ces remarques pleines de bon sens. Il est évident qu'il y a une exploitation de tous les bords politiques de ces pauvres migrants. Franchement, Franck Alizio, il y a une exploitation de l'extrême gauche et puis une exploitation de la droite, non ? Pour prendre le cas précis de l'Ocean Viking, mais c'est le cas de tous les bateaux. La première exploitation, c'est celle des passeurs et les passeurs ONG. Les ONG font de la politique. Ce bateau, lorsqu'il a été identifié, était proche de Sfax. Pourquoi ils ne sont pas allés sur un port tunisien qui était un port en sécurité ? Pourquoi ? Parce qu'ils font de la politique et ils voulaient ramener ces migrants en Italie puis en France pour créer un problème politique. Alors, exploitation politique, on aurait été prêt à aider, vous voyez, à mettre des moyens. Alors, écoutez, mais c'est le port le plus proche et le plus sûr, c'est un port tunisien. Donc c'était un choix politique, un choix de propagande, un choix idéologique et non un choix pour sauver les migrants. Mais ces migrants qui tentent de franchir la Manche,
Ils reviennent chez nous, si on les récupère. Bah oui. Ben oui. Et alors? Ben alors, ça ressemble un peu à l'Ocean Viking, non? Me semble-t-il. Ah ben, par définition, il y a on va les sauver, on les récupère. Il y a des... Ben oui, et alors? Mais c'était la même... C'est normal qu'on les récupère. C'est normal qu'on les sauve. Ce qu'on fait dans la Manche, mais évidemment, ce qu'on fait dans la Manche, c'est ce qu'on demande à ce qui soit fait dans la Méditerranée. C'est-à-dire, on sauve ces migrants, on les ramène d'où ils viennent, on les ramène. On va les sauver d'abord. Au port, on les sauve évidemment, on les soigne s'il y a les soigner sur ce bateau, parce qu'ils ne doivent pas arriver sur le territoire, sinon ça déclenche tout un imbroglio juridique, et ils sont ramenés au port le plus sûr, le plus proche, c'est-à-dire la plupart du temps un port libyen ou tunisien. Voilà, bien, tout simplement. Je parlais de l'exploitation politique de tous les côtés de ces pauvres migrants insensibles. Nous ne sommes pas insensibles, mais il faut que nous trouvions des solutions, les uns et les autres. Je vous ai donné les miennes tout à l'heure. Bon, ben vous avez... Bon, est-ce que... Bon, je sais qu'Emmanuel Marcadet, vous n'êtes pas d'accord avec les solutions de Franck Alizio, mais tout de même, il va bien falloir, à un moment donné ou à un autre, qu'on regarde les choses en face. La difficulté, c'est que pour prendre des décisions et pour faire les bons choix, il faut poser les choses, il faut les étudier, il faut les connaître, faut s'entendre sur les diagnostics. La difficulté, c'est qu'en effet, c'est un moyen de faire de la politique, de rassembler du monde, de rassembler des voix et de gagner des élections derrière, que de ne pas de transformer un petit peu la réalité, de la méconnaître pour le moins, et de ne pas regarder les chiffres en face. Aujourd'hui, même la France est devenue une destination quasiment, on peut dire, non choisie par les personnes qui sont dans les parcours migratoires. C'est-à-dire ? Parce qu'en France, on représente 15% de la population européenne, et on accueille qu'entre 3 et 8% des populations migrées qui rentrent migrantes qui rentrent en Europe. Donc on se rend bien compte qu'on ne prend pas notre part, quelque part. Donc on devrait accueillir plus de migrants. Et parce qu'aujourd'hui, les migrants font le choix d'aller ailleurs. Ils ne veulent pas rester en France. C'est compliqué l'intégration en France. C'est compliqué parce que déjà on n'est pas anglophone, on ne peut pas travailler si on parle anglais. Beaucoup de migrants au cours de leur parcours migratoire ont appris une langue qui peut s'apparenter à l'anglais. Or en France, si on ne parle pas français correctement, c'est très difficile d'accéder à l'emploi. Le français est une langue complexe. Quand on n'a pas eu la chance d'aller à l'école dans son pays qui était en guerre, venir en France et apprendre le français, c'est compliqué. Donc, d'où la nécessité d'une politique européenne. Politique européenne, chacun doit prendre sa part. Et mondiale. Les questions migratoires sont des questions. On ne mettra pas un terme à la guerre, on ne mettra pas un terme au réchauffement climatique, on ne mettra pas un terme à des dictatures qui s'installent dans tel ou tel pays. C'est impossible. Et vous on ne mettra pas un terme à la famille. Dans ces cas-là, alors il n'y a plus de frontières et chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pas ça. Non. En Italie, on accueille chaque année la moitié du nombre d'immigrés que nous on accueille. Donc nous on est plus généreux, monsieur. Je suis désolé, il n'y a pas que les migrants, il y a l'immigration en général. Les migrants, je l'ai dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'Italie reçoit la moitié d'immigrés par rapport à nous chaque année. Le combat, c'est qu'après, on part des débats sur les chiffres, et là, il faut se poser tranquillement, faire des tableaux et présenter les chiffres à tout le monde. Si le peuple français veut recevoir moins d'immigrés, on est en démocratie, donc le peuple français décide de recevoir moins d'immigration. Il y a aussi ce petit détail, ça s'appelle la démocratie. Bien, merci messieurs, merci, vous avez réagi, vous continuez, d'ailleurs nous reviendrons sur ce sujet autrement, sous un autre angle, évidemment. Il est 11h59, il va y avoir un projet de loi asile-immigration, donc on aura l'occasion d'en reparler. Il est 11h59, merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio, les infos, et nous nous retrouvons.